Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes pour cette nouvelle grande soirée de débat en partenariat avec France Bleu Isère. L'Isère à l'honneur ce soir. Dans 45 minutes, nous nous dirigerons vers la 5e circonscription, un vaste territoire qui englobe la Chartreuse, Belledonne, mais aussi le Grésivaudan. Là-bas, nous parlerons d'industrie et d'environnement. Mais tout de suite, place à la 10e circonscription de l'Isère, des Portes de Lyon à celle de la Savoie, en passant par Bourgoin-Jallieu. Là, nous allons parler agriculture et pouvoir d'achat, des enjeux que nous présente Antonin Blanc. C'est un territoire très singulier. Des Portes de Lyon à celle de la Savoie, la 10e de l'Isère n'existe que depuis 2012. Traversée par la 43, cette circonscription est à la fois périurbaine et très rurale. Ici, 82% des actifs utilisent leur voiture pour aller travailler, bien plus que la moyenne nationale. Les prix des carburants sont donc un vrai sujet. En 2018, le territoire avait d'ailleurs été marqué par une forte mobilisation des Gilets jaunes. Agricole, la circonscription a aussi été très impactée par la crise du début de l'année. L'agriculture, en pleine interrogation. Car ce territoire verra bientôt passer les voies d'accès au Lyon-Turin. De nouvelles lignes ferroviaires pour desservir le tunnel transfrontalier. Un enjeu d'aménagement majeur qui suscite ici pas mal d'opposition. Et pour présenter ce débat, évoquer tous ces sujets, j'ai la chance ce soir d'être accompagné de Théo Hetch. Bonsoir Théo. Bonsoir. Journaliste matinalier à France Bleu Isère, merci d'être avec nous. Et avec nos invités, Théo. Marjolaine Meignier-Millefert, vous êtes députée sortante de cette circonscription, élue depuis 2017, membre du parti Renaissance, le camp présidentiel. Absolument. Thierry Pérez, bonsoir à vous aussi. Vous êtes le secrétaire départemental du Rassemblement national. Vous portez les couleurs de votre parti sur cette circonscription. Joël Richol, vous êtes membre de la France Insoumise et vous avez été investi par le nouveau Front Populaire. Enfin, Aurélien Leprêtre, bonsoir à vous aussi. Vous êtes adjoint au maire de Bourgoin, vous représentez les Républicains ce soir. À noter également dans cette 10e circonscription la candidature de Clément Borde pour Lutte ouvrière. Mais les règles de temps de parole, d'équité des temps de parole émises par l'Arcom sont strictes et claires. Elles ne nous permettaient pas ce soir d'inviter ce candidat. Au menu donc, vous l'avez entendu, le pouvoir d'achat, l'agriculture, mais aussi le Lyon-Turin. Mais avant cela, on va vous proposer un petit jeu assez nouveau dans ces débats électoraux. Vous allez avoir chacun la possibilité de poser la question de votre choix à l'adversaire de votre choix. Pour ce faire, un tirage au sort a été réalisé il y a quelques instants, juste au moment où vous êtes entré sur ce plateau. Et ce tirage au sort vous a désigné, Joël Richol, pour commencer. À qui s'adresse votre question? Alors, la question va s'adresser à Madame Meignier-Millefert. Donc, je peux la dire maintenant. Ah ben je vous en prie. D'accord. Donc du coup, vous avez déclaré sur une radio locale que nous sommes plus pressés que vous de changer la société et que vous préférez y aller à pas mesurer. Et ma question, c'était, au bout de 7 ans de mandat, qu'est-ce que vous attendez pour réagir face à l'urgence écologique, sociale et démocratique dans un contexte où nous avons des fermetures d'entreprises et de la pauvreté qui explose autant dans les zones urbaines que dans les zones rurales? Merci pour votre question. Alors, en fait, depuis 2017, on agit pour s'engager dans la transition environnementale, mais effectivement, nous, on veut le faire sans brutaliser les Français, en les accompagnant dans la transition environnementale et sans créer de rupture dans la société. Moi, j'étais vice-présidente jusqu'à récemment de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et j'ai beaucoup travaillé sur la transition environnementale. Et ce qu'on a pu voir, c'est que, typiquement avec la Convention citoyenne, n'importe quel citoyen plongé dans un bain de connaissances devient effectivement un militant du climat. Ça a été mon cas à partir du moment où je suis devenue vice-présidente de cette commission et qu'on a pu travailler sur ces enjeux. Et néanmoins, on sait aussi que la société ne va pas aussi vite que la prise de conscience des scientifiques et qu'il faut accompagner cette transition. Donc en 2018, on a mis en place le Haut Conseil pour le climat qui aujourd'hui fait référence pour travailler sur ce qui reste à faire chaque année et rend un rapport au Premier ministre qui du coup ne peut ignorer cette alerte. C'est cette majorité qui l'a mis en place. On a mis en place un plan de planification écologique qui nous projette dans la durée et avec des plans de financement associés jusqu'à 2050 dans la transition. Mais nous, en fait, on ne veut pas faire de rupture environnementale parce que celle-ci ne serait pas acceptable par les Français. Aurélien Leprêtre, le tirage au sort vous a désigné pour prendre la suite et poser votre question à la personne de votre choix. Oui, alors je vais poser la question à M. Pérez.
Ces législatives sont une élection à ancrage territorial, ancrage local, avec des candidats de terrain. Et pourquoi votre parti a-t-il décidé très rapidement de retirer une militante, Madame Germain, au profit d'un parachutage grenoblois qui malheureusement ne connaît pas notre territoire? Alors merci pour votre question. D'abord, je ne suis pas grenoblois, je suis plus proche de la 10e que ça, puisque je suis dans le Grésivaudan. Ensuite, il a appartenu à la Commission nationale d'investiture de notre mouvement de déterminer les candidats qui, sur chaque circonscription, étaient les mieux placés et les plus à même d'être candidats. Vous savez, je vous rappelle, vous n'êtes pas sans le savoir, que c'est une élection qui a pour vocation d'envoyer des élus nationaux. Nous ne sommes pas dans une municipale, nous sommes dans une élection nationale pour des députés qui vont représenter la nation. Et les députés n'ont pas vocation à débattre de lois sur ce qui se passe à Villefontaine, ce qui se passe à la Tour du Pin ou ce qui se passe à Bourgoin-Jallieu. On est sur une élection nationale. Par ailleurs, je suis isérois, je suis français, et donc à partir de là, j'estime avoir toute légitimité pour être dans une circo qui effectivement est à 40 km de là où j'habite. Et alors ? Et je rajouterais que... un exemple, en 2022, M. Alexis Joly, notre député Rassemblement national de la 6e, était plutôt grenoblois. Il a réalisé un travail formidable sur la 6e et il est parfaitement implanté aujourd'hui. Thierry Pérez, le tirage au sort vous est désigné pour poser la question suivante. À qui s'adresse-t-elle? Alors, cette question s'adresse à Mme Richol. Madame Richol, vous êtes, avec vos amis du Nouveau Front Populaire, vous êtes adepte d'une société multiculturelle et vous n'hésitez pas à accorder à l'islam, même radical, une certaine place légitime dans vos rangs et dans vos convictions. Et par ailleurs, vous défendez le droit des femmes, ce qui est une excellente idée. Simplement, je voudrais comprendre comment vous faites ce grand écart, comment vous faites pour gérer ce grand écart entre, d'un côté, des amis islamistes et de l'autre, le droit des femmes. Il me semble qu'il y a une contradiction. Eh bien, nous sommes des défenseurs de la laïcité. Et du coup, dans notre pays, nous avons le droit, tout le monde a le droit de pratiquer sa religion, donc religion même musulmane, hein, de toute façon. Sur la défense des droits des femmes, alors, nous défendons les femmes et aussi celles qui réclament le droit de porter le voile, si c'est ce que vous insinuez. Nous sommes pour une société où tout le monde peut vivre en pratiquant sa religion et en harmonie, en fait, tout simplement. Marjolaine Meny-Millefer, vous concluez cette série de questions. À qui s'adresse-t-elle? Alors, elle va s'adresser moi aussi à Madame Richol, puisque on ne se connaît pas vraiment, et je pense que les habitants de la 10e circonscription non plus. Et dans le Nouveau Front Populaire, il y a plusieurs courants. Vous y représentez LFI, qui est le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour les gens qui vont devoir voter ces prochaines semaines, il faut que vous soyez, être clair. Quel est votre lien avec Jean-Luc Mélenchon? Que pensez-vous de lui? Et est-ce que vous adhérez sans réserve à son programme? Alors, moi, j'adhère sans réserve au programme du Nouveau Front Populaire. C'est le contrat de législature que je vais représenter dans cette campagne. Donc, là-dessus, voilà, c'est la réponse que j'ai à vous proposer. Et néanmoins, vous avez les affiches de Jean-Luc Mélenchon sur tous vos tracts. Oui, alors sur les affiches de pourquoi j'ai Jean-Luc Mélenchon, comme vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas connue dans la circonscription. Donc, j'ai voulu rajouter sur mon affiche une figure connue que puissent reconnaître les habitants de la circonscription, sachant que dans mon militantisme, je fais beaucoup de porte-à-porte et que nous allons chercher ceux qui sont un peu éloignés de la politique et qui actuellement ne savent plus entre LFI, NUPES, enfin tous les noms qui sont utilisés actuellement à gauche. Donc Jean-Luc Mélenchon est une figure qui est reconnue et avec lesquelles on peut raccrocher les personnes qu'on va voir chez eux pour aller les chercher, pour aller voter. Alors nous aussi, on a une ou deux questions de clarification. On va profiter, puisque vous parlez de lui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit être Premier ministre si le Nouveau Front Populaire l'emporte? Alors ça, c'est quelque chose qui va être décidé après les élections, avec les groupes parlementaires qu'il y aura. Donc je ne peux pas vous dire... Est-ce que vous le soutiendriez? Est-ce que je le soutiendrai? Eh bien, moi, j'avoue que Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon travail. Maintenant, la discussion, nous voulons remettre de la discussion et de la démocratie. Donc, toute la discussion sera ouverte. Nous avons plein de
candidats potentiels dans notre formation. Et donc, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Mathilde Panot, enfin voilà, il y aura d'autres candidats tout à fait capables d'être Premier ministre pour notre gouvernement. Jean-Luc Mélenchon divise à gauche. Un autre personnage divise, Marjolaine Meny-Millefert, c'est le président de la République. Est-ce que vous estimez qu'il devrait prendre un peu de recul? Il parle régulièrement avec des mots qui sont forts. Il a parlé de guerre civile récemment. Est-ce qu'il devrait prendre un peu de distance, selon vous? Alors, pour les propos de guerre civile, clairement, ce n'est pas ceux que j'aurais utilisés moi-même. Pour la distance, je ne sais pas. Je pense qu'il est dans son rôle de président de s'exprimer régulièrement à l'intention des Français. Je pense que ce qui est important pour les gens et pour la circonscription, c'est qu'on retrouve l'esprit du projet de 2017, celui dans lequel moi je me suis engagée. C'est le projet qui rassemble tous les partis en fait, du centre qui sont volontaires à travailler ensemble. Et je crois que c'est ça, l'invitation du président de la République avec cette dissolution, c'est de permettre qu'il y ait à nouveau un débat clair, à nouveau une expression claire des Français sur ce qu'ils souhaitent à l'Assemblée nationale, et de permettre, en réalité, et moi c'est ce que je souhaite, qu'il y ait davantage de forces progressistes et de forces apaisées à l'Assemblée nationale. Et moi je pense que le pari du président, c'était que sans doute ça réduirait le spectre de sa majorité. Et je pense qu'il était prêt, mais que ça renforcerait les candidats de la gauche raisonnable et de la droite raisonnable, et que l'un et l'autre ayant clarifié leurs propos, on pourrait travailler à l'Assemblée nationale grâce à ça. Donc je pense que c'est une offre d'ouverture en fait, que fait le président de la République avec la dissolution. Dernière question de clarification pour vous, Thierry Pérez. On a entendu hier le président de votre parti sur une chaîne concurrente parler de la retraite. On a l'impression que la retraite à 62 ans, c'est pas aussi clair, en tout cas pas aussi automatique qu'annoncé au départ. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Est-ce que la retraite à 62 ans, c'est toujours une promesse du Rassemblement national? Alors, c'est toujours une promesse du Rassemblement national. Effectivement, ça a été clarifié en disant que pour les gens qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans, il s'agit pour ces personnes de cotiser pendant 40 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Et pour les gens qui ont commencé à travailler plus tard, en fonction de leur âge, de démarrage de leur vie active, on se situera entre 62 et 66 ans. Voilà, c'est assez simple en fait. Merci à vous quatre pour ces précisions et pour ces questions. On va entrer maintenant dans le vif de ce débat avec un dossier un peu technique mais qui concerne ô combien votre circonscription, celui du Lyon-Turin. Si le tunnel de base se trouve évidemment entre la Savoie et l'Italie, votre territoire sera concerné par les voies d'accès. Les voies d'accès, ce sont ces lignes de chemin de fer à créer pour permettre d'alimenter, de desservir ce tunnel de base. Un tunnel qui, le 14 mai dernier, a reçu la visite du Premier ministre Gabriel Attal. Ce projet, c'est l'écologie en actes et des émissions de CO2 en moins, avait alors dit le chef du gouvernement. Est-ce que vous approuvez, est-ce que vous êtes d'accord avec Gabriel Attal, Marjolaine Meny-Millefert, je vais y arriver? Moi, je pense que le Lyon-Turin, ce n'est pas un projet, c'est un chantier qui est en train de se construire, qui avance tous les jours. Et c'est un projet extrêmement important qui va relier non pas seulement Lyon et Turin, comme le nom le laisse croire, mais qui va bien relier Lisbonne à Kiev. Donc c'est un projet de cohésion économique européenne, c'est un projet de transition environnementale puisqu'il permettra de reporter 1 million de camions sur le rail. Et aujourd'hui, on a besoin de ce type de projet pour pouvoir avoir une cohérence économique européenne et une transition environnementale qui permettent néanmoins le développement de l'économie partout en Europe. Aurélien Leprêtre, quelle est votre position sur ce dossier du Lyon-Turin? Alors, le Lyon-Turin, effectivement, est une chance. Il va permettre de cette transition écologique aussi en retirant beaucoup de camions des routes. Par contre, là où il faudrait peut-être plus discuter, c'est sur cette concertation sur les passages. Je pense qu'il a été un petit peu imposé aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre qui est très agricole. Je pense que ça va faire quand même beaucoup de dégâts. Donc oui au Lyon-Turin, mais pas avec la méthode telle qu'elle a été menée jusqu'à aujourd'hui. Reprendre la concertation, ça veut dire reprendre la déclaration d'utilité publique. Pour vous, il faut aller jusque-là? S'il le faut, à mon avis, oui. Sachant que cette déclaration d'utilité publique avait été signée après 20 ans de débat, c'est très long. Tout à fait, mais quand on rencontre aujourd'hui les agriculteurs, quand on rencontre les riverains, cette concertation n'a pas été assez aboutie, à mon sens. Joël Richol, quelle est la position du nouveau Front populaire sur le Lyon-Turin? On a des socialistes et des communistes qui, a priori, sont pour, des écologistes et des insoumis qui, a priori, sont contre. Si vous étiez élu député dans quelques jours, quelle serait votre position? Alors, sur le projet en lui-même, effectivement, il y aura très certainement des discussions. Mais dans notre programme, nous défendons les zones humides. Le tracé du Lyon-Turin menace des zones humides.
Et nous avons aussi comme priorité de remettre les services publics. Et donc, l'enjeu, l'urgence actuellement, ce n'est pas de faire le Lyon-Turin, mais c'est plutôt de renforcer la ligne actuelle, qui est d'ailleurs capable de transporter du fret ferroviaire et qui, du coup, serait bien plus nécessaire pour les travailleurs qui vont au quotidien faire leur voyage depuis Saint-André-de-Gaz, enfin, jusqu'à Lyon, jusqu'à Chambéry. Enfin, donc, c'est beaucoup plus important de faire d'une ligne du quotidien que de faire le Lyon-Turin, qui est beaucoup plus cher à construire que maintenir la ligne actuelle. Vous parliez des zones humides. Effectivement, cette nouvelle ligne, en l'occurrence, elle aurait un impact non négligeable sur l'environnement. Thierry Pérez, votre position là-dessus, sur l'impact environnemental du Lyon-Turin? Écoutez, l'impact environnemental est clairement négatif, a priori. Mais je dirais que plus globalement, sur ce dossier, il pose deux problèmes. D'abord, l'enquête publique date déjà d'il y a un moment, vous l'avez rappelé. Les chiffres qui ont été avancés à l'époque parlaient de 61 millions de tonnes de fret qui pouvaient transiter par cette ligne, alors qu'en fait, 10 ans plus tard, on se rend compte que finalement, c'est plutôt 20 millions de tonnes qui transiteraient. Donc, on peut se poser la question de savoir si ce projet n'est pas un peu surdimensionné par rapport au niveau d'utilisation et d'exploitation qu'on peut en faire, pour une raison simple, c'est qu'entre le moment où tout ça a été réfléchi et aujourd'hui, l'Italie et surtout la France, mais surtout la France, sont des pays qui se sont désindustrialisés. Donc beaucoup moins de produits sont fabriqués en France pour partir ensuite vers l'est de l'Europe, et que ça change fondamentalement la donne. Pour autant, votre circonscription est une plateforme énorme en matière de logistique. Est-ce que les entrepreneurs de votre territoire n'attendent pas justement Lyon-Turin pour mettre leurs marchandises sur des trains plutôt que sur des camions? Alors, oui et non. Je veux dire, la gare de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est prévue comme une gare internationale pour accueillir tous les camions, ça pose aussi un problème de circulation de ces camions jusqu'à ce centre de dispatch des marchandises. Certains entrepreneurs, effectivement, nous disent pourquoi pas, d'autres nous disent finalement tout ça, ça profite qu'aux géants du BTP et ça va profiter aux géants de l'industrie, mais pas forcément à nous. Et puis, il y a un autre problème dans ce dossier, c'est qu'il est tellement avancé, la France et l'Italie et l'Europe ont mis déjà des milliards, ont déjà investi des milliards pour construire les galeries de sécurité, pour construire déjà y compris le tunnel de base lui-même, qui est en cours de percement. Exactement. Donc on en est déjà à 8 ou 9 milliards. Est-il bien raisonnable de se dire aujourd'hui on arrête? Ça ne me paraît pas très pragmatique. Simplement, nous, notre position, c'est de dire vraiment, il faudrait faire un audit, aujourd'hui remettre à plat les données qui ont été communiquées lors de l'enquête publique préliminaire, faire un audit et se dire qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce qu'on le redimensionne un peu? Est-ce qu'on le laisse tel quel? Est-ce qu'on va vers les 25 milliards de dépenses telles qu'on s'y prépare? Voilà, c'est une vraie question. Je vous entendais réagir, Marjolaine Ménilfer, à ce qu'il dit. Vos trois opposants, clairement, ne sont pas pour ce projet ou estiment pour des raisons diverses qu'il est dépassé. Vous estimez qu'il est absolument nécessaire? J'ai dit que simplement, il fallait se reposer les questions. Parce que, en tout cas, vous reposez la question du dimensionnement du projet. En fait, moi, ce qui me pose question, c'est que le dimensionnement du projet, c'est le tunnel de base. Aujourd'hui, ce tunnel, il est en chantier, il est en train de se creuser. Donc, à partir de là, il est impossible de repartir sur le dimensionnement. Et accessoirement, le dimensionnement, on a fait la démonstration en Suisse que quand on a des infrastructures de bonne qualité, en fait, le tunnel du Gothard notamment, quand vous avez des tunnels qui permettent de le faire de bonne façon, vous avez un report vraiment systématique. Ils ont 90% aujourd'hui de ce qui était camion, c'est devenu rail. Et aujourd'hui, donc, ils en font la démonstration. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez nous. D'autre part, je partage l'avis d'Aurélien Lepret sur le fait que les élus locaux ont besoin de se saisir du dossier. C'est pour quelque chose pour lequel je me bats depuis 2017. Entre la fin de la signature de cette déclaration d'utilité publique et aujourd'hui, énormément d'élus locaux ont changé dans votre territoire et ne connaissent pas forcément très bien ce dossier. Et c'est pour ça que dès 2017, j'ai invité l'ensemble des élus locaux de la circonscription à visiter le tracé du chantier, à voir ce que ça allait donner dans leur territoire, à accompagner les habitants. J'ai accompagné les associations de riverains qui s'inquiètent également. Je les ai aidés à obtenir des réponses auprès de la SNCF ou auprès de la préfecture. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans le territoire nord-isérois, c'est d'utiliser ce grand chantier européen
pour pouvoir refaçonner le territoire. Et ça, c'est déclarer ensemble qu'on a besoin d'une démarche grand chantier qui va amener beaucoup de moyens au Nord-Isère, qui va permettre au Nord-Isère de refaçonner son territoire et de sortir du tout voiture. Vous disiez très justement tout à l'heure, dans l'introduction, que 85% des gens chez nous sont coincés parce qu'ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Aujourd'hui, cette opération-là peut permettre de développer de manière massive des mobilités du quotidien, des infrastructures de mobilité collective, des voies vertes dans notre territoire et donc de sortir de cette situation de quand on est en Nord-Isère, on est coincé chez soi dans son village si on n'a pas 2 voitures, voire 3 pour son enfant qui commence à avoir l'âge de conduire. Pardonnez-moi, mais je vous rappelle quand même à un moment où on parle... Pardon, un dernier mot pour Mme Richol. C'est bien votre vision du coup de l'écologie, de se dire qu'en fait, un projet de cette ampleur-là, il ne faut pas qu'il passe dans mon jardin. Ça ne me paraît pas non plus cohérent, en fait. Non, j'ai dit que l'urgence, c'était de faire du transport pour le quotidien, pour que les... Alors, la bonne nouvelle pour vous, Mme Richol, c'est que ça va permettre justement de renforcer les mobilités quotidiennes. Ce que disent beaucoup les promoteurs de Lyon-Turin, c'est qu'en fait, si on fait passer les trains sur la ligne existante, on sature complètement la ligne existante de trains de marchandises et ça aura un effet négatif sur les TER. C'est ça. Non, ça va justement permettre aux TER de mieux circuler. Comme disait tout à l'heure M. Pérez, le projet est surdimensionné. Donc en fait, les études ont été faites il y a longtemps avec des projections où on pensait avoir des trafics beaucoup plus importants. Maintenant, ce n'est pas le cas dans la réalité. Et pendant que vous parliez, après je vous donne la parole promis, mais pendant que vous parliez, on a vu tout à l'heure les images du lac du Bourget, parce que vous disiez effectivement qu'il fallait utiliser cette ligne historique. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore écologiquement responsable de faire passer des trains de marchandises potentiellement dangereuses dans vos territoires, au bord du lac du Bourget, plus grand lac naturel de France également ? La ligne, elle est sécurisée, elle ne va pas passer dans le lac. Donc, elle passe vraiment juste à côté. Pas juste à côté. Bon. Du coup, on va considérer que la ligne sera sécurisée et qu'on fera tout pour qu'il n'y ait pas d'accident sur cette voie. Et Thierry Pérez, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur ce Lyon-Turin. À une époque à un moment où on parle beaucoup des dépenses publiques et de la maîtrise des dépenses publiques, je vous rappelle que la Cour des comptes en France a indiqué que le coût au kilomètre d'un réseau ferré raisonnable était de l'ordre de 25 millions d'euros. Sur le Lyon-Turin, nous en sommes à 150 millions d'euros. C'est pour ça qu'on vient juste de relancer des études. C'est pour ça que la question, effectivement, se pose du surdimensionnement. Je n'ai pas dit qu'il était surdimensionné, j'ai dit que la question se posait. Non, ce n'est pas son dimensionnement qui est surdimensionné. Parce qu'à ce coût-là, pour arriver à avoir un retour sur investissement, il va falloir quand même y réfléchir 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on vient de relancer des études qui viennent de démarrer et qui vont permettre de réévaluer justement ces objectifs-là au juste prix. Il a été chiffré à une période où tout le monde mettait dans le caddie et sans passer à la caisse, puisque la caisse serait payée 10 ans plus tard à la fin de la DUP. Mais la réalité, c'est qu'on va pouvoir justement retravailler à avoir des investissements au plus juste. Meunier, s'il vous plaît. Aurélien Leprêtre, pour les entrepreneurs, pour les spécialistes de la logistique dans votre territoire, est-ce que ce n'est pas une bonne opération, ce Lyon-Turin ? Je pense que c'est une bonne opération. Encore, je ne la remets pas en question. Attention, moi, c'était vraiment... Il faut le mettre à jour. Voilà, il faut mettre à jour. Effectivement, ce sont des études qui avaient 20 ans. En 20 ans, notre territoire s'est développé. C'est beaucoup urbanisé. C'est urbanisé. Donc, c'était quelque chose à revoir. Après, effectivement, c'est une chance aussi pour les entrepreneurs. Vous l'avez souligné, on a l'une des plus grandes plateformes européennes de logistique. À Saint-Quentin-Fallavier. Et donc... c'est une chance. Aujourd'hui, on a une autoroute en direction de Lyon qui est complètement saturée par les camions. Et donc, c'est une opportunité aussi environnementale de pouvoir un peu décarboner notre air. Et sur cette dépendance à la voiture, est-ce que le Lyon-Turin peut jouer un rôle aussi pour sortir de cette dépendance à la voiture, selon parlait Marjolaine Ménimille? Mais tout ce qui est développement des nouvelles mobilités, en fait, est une chance, est une opportunité que le territoire doit saisir. Aujourd'hui, on a déjà un territoire qui est le long de l'autoroute, le long de la voie ferrée. On a la chance d'avoir de nombreuses gares. Donc tout ce qui, aujourd'hui, permettra d'avoir de nouvelles mobilités, il faut s'en saisir, il faut en discuter, il faut les développer. Pour autant, Marjolaine Ménimille-Fer, quand on parle de Lyon-Turin, notamment dans votre territoire, beaucoup s'inquiètent de la place que vont prendre les infrastructures. On pense notamment, par exemple, chez vous, au petit village de Chimilin, qui pourrait être traversé par cette nouvelle ligne ferroviaire. Qu'est-ce qu'on répond aux habitants de ces villages-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que c'est normal de voir son village traversé par une ligne de chemin de fer? Est-ce qu'on peut encore peut-être contourner le village? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Alors justement, on essaye d'apporter des solutions positives, puisque le village de Chimilin, j'ai travaillé avec le maire pour qu'un concours international d'architectes puisse se poser la question de comment on fait pour intégrer une infrastructure de ce type-là sur un village.
et de préserver la qualité de vie des habitants. Et on s'est battu également pour que Chimilin soit village d'avenir, les programmes qui sont comme Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, pour que du coup, ils puissent bénéficier d'un accompagnement particulier lié à ce dossier. Parce que c'est certain qu'un maire rural seul face à un projet comme ça ne peut pas fonctionner. Et donc l'ensemble du territoire doit venir en soutien, et c'est ce que nous avons fait. Je voudrais juste rebondir sur M. Pérez qui disait qu'il n'y a pas d'industrie. Mais en fait, c'est mal connaître la circonscription. On a 3 fois le niveau industriel de l'échelle nationale dans notre territoire nord-isérois. Et c'est notamment parce qu'on bénéficie de la première zone logistique d'Europe du Sud dans la zone de Chêne. Et qu'effectivement, ça a permis une résilience économique de l'industrie dans notre territoire et ça a permis des emplois. On en a gardé plus qu'ailleurs. Et typiquement, en lançant des projets comme Territoire d'industrie qui est en cours de déploiement, on peut encore travailler à ce qu'on puisse combiner heureusement ruralité, industrie et environnement, puisque l'idée, c'est d'intégrer ces industries de manière positive dans les territoires. 3 fois moins de volume. En 20 secondes, Thierry Pérez. Constaté en 2017 que prévu en 2012. Voilà qui est dit pour le Lyon-Turin. Je vous propose, mesdames, messieurs, d'avancer dans ce débat en passant à la seconde partie. On va parler de pouvoir d'achat. Votre territoire, on l'a dit, est à la fois rural et périurbain, une zone forcément concernée par les prix des carburants, par le prix de l'énergie en règle générale. C'est un chiffre qui a été répété plusieurs fois depuis le début de ce débat. 82 à 85% des habitants de la 10e circonscription de l'Isère utilisent leur voiture tous les jours pour aller travailler. Que proposez-vous concrètement pour améliorer un petit peu le pouvoir d'achat de ces gens-là, pour peut-être réduire la facture, Aurélien Leprêtre ? Alors, effectivement, l'impôt, autrefois, qui était redistributeur de richesses, aujourd'hui est un petit peu confiscateur. On a sur nos territoires de nombreux travailleurs qui, malheureusement, malgré leurs revenus, n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et ce pouvoir d'achat est quelque chose de très central quand on rencontre les habitants. Ce qu'on propose, c'est déjà de se retourner vers les entreprises. Aujourd'hui, de pouvoir baisser les charges des entreprises, qu'elles retrouvent une certaine croissance. Et pour moi, les entreprises qui vont retrouver une croissance pourront augmenter les salaires. C'est à partir de ce moment-là qu'on rentrera dans un cercle vertueux. Je ne crois pas aux promesses de certains partis qui veulent augmenter le SMIC en étouffant les patrons, en étouffant toutes les entreprises, parce qu'il n'y a pas que des grandes entreprises. Et sur notre territoire, nous avons de très nombreuses micro-entreprises, des agriculteurs, tous ces gens-là qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, mais qui malheureusement ne s'en sortent pas. Donc la baisse des charges pour les entreprises, et puis aussi un petit peu moins d'administratifs qui puissent se concentrer sur leur travail, recréer de la croissance et permettre de pouvoir gagner plus d'argent et de mieux payer leurs salariés. Joël Richol, Monsieur le Prêtre a pointé ces partis qui veulent augmenter le SMIC au prix d'étouffer les patrons. C'est son avis. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, non, l'idée, c'est d'augmenter le SMIC et d'augmenter aussi les pensions de retraite. Mais l'idée, c'est de relancer la consommation. Actuellement, nous avons des travailleurs pauvres, donc ils ne peuvent pas toujours, en fait, une fois qu'ils ont payé leur loyer, une fois qu'ils ont payé leur facture, typiquement, par exemple, ils ont du mal à acheter à manger. Donc l'idée, c'est que ces travailleurs-là puissent à nouveau acheter à manger dans les commerces de proximité, par exemple le petit boulanger du coin. Et du coup, là, ça permettra d'augmenter le carnet de commandes des commerces alentours. Et le risque d'étouffer les patrons ? Alors non, le risque d'étouffer, non, il n'y est pas. Ce qui est prévu aussi, c'est d'avoir une sorte de caisse, on appelle ça une caisse de péréquation, donc une caisse de solidarité entre les grandes entreprises et les plus petites entreprises. Donc entre celles qui dégagent beaucoup de chiffre d'affaires et celles qui dégagent moins de chiffre d'affaires et qui, de coup, seront plus impactées par l'augmentation du SMIC. Donc là, c'est-à-dire que les grandes entreprises aideraient les petites. Exactement, c'est ça l'idée. Donc, mais quelle forme ça prendrait, cette caisse ? Parce qu'en fait, c'est un élément qui apparaît assez peu dans les débats. Vous êtes la première à nous en parler. Quelle forme ça prendrait, cette caisse ? Si je veux donner une image, ce sera un peu comme la caisse de sécurité sociale. Voilà, on cotise selon ses moyens et on en profite selon ses besoins. Donc ce serait un peu ça l'idée. Donc l'idée, c'est à la fois de relancer l'économie et donc c'est pas du tout d'étouffer les commerces et les petits entrepreneurs. Je pense que si. Très, très sincèrement, aujourd'hui, augmenter le SMIC, c'est forcément augmenter les charges des entreprises. Et aujourd'hui, le problème de nos entreprises, c'est la compétitivité. On ne retrouvera pas de la compétitivité pour dégager du nouveau pouvoir d'achat en les matraquant de nouvelles charges, de nouveaux impôts et en augmentant ces salaires-là. Donc forcément, vous voulez relancer l'économie de cette manière-là. Moi, je pense que le boulanger, quand il va devoir augmenter sa vendeuse ou son boulanger qui est au SMIC, il va augmenter le prix du pain et du pain au chocolat. Non, et donc, on sera dans un système qui aura simplement coulé nos entreprises et n'aura pas dégagé plus de pouvoir d'achat et très
logiquement, fera même, pourquoi pas, augmenter le chômage. Dans le programme, nous avons aussi le blocage des prix de première nécessité, donc l'énergie, le carburant et l'alimentation. Mais il faut que les gens puissent le produire quand même. Du coup, vous pouvez bloquer les prix, mais s'ils n'ont plus les moyens, c'est une entreprise qui va fermer. Typiquement, les petites entreprises, l'augmentation du gaz et l'électricité, c'est ça qui a impacté fortement nos TPE et nos PME. Donc là, on propose aussi de bloquer ces prix-là. Donc, votre boulanger, si on reprend cet exemple, du côté du gaz et l'électricité, déjà, il aura moins de charges. Ensuite, les charges du côté des salaires, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations. Donc actuellement, on a des gros problèmes de services publics, de sécurité sociale, mais là, c'est plus l'argent qui doit rentrer dans la sécurité sociale, qui est réduit par toutes les exonérations fiscales qui sont faites. Donc augmenter les salaires, ça va augmenter les cotisations et ça va renforcer notre système de solidarité qui est ancien et qui a très bien fonctionné jusqu'à ce que tout le monde décide qu'il fallait réduire les cotisations. Donc on en demande pour prendre plus. Thierry Pérez, vous voyez réagir à ce que disait Mme Richol. En même temps, quand on voit le niveau des salaires, il faut peut-être les augmenter, non ? Mais on est complètement d'accord. Mais simplement, il faut être sérieux 5 minutes. Décréter que le SMIC doit passer à 1 600 €, alors c'est beau sur le papier, mais moi j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Un, qu'est-ce que vous faites des gens qui étaient déjà à 1 600 ? Ils se retrouvent au SMIC, finalement. Ils sont rattrapés plus bas. 2, imaginez bien, je prends l'exemple de la grande distribution, l'hypermarché du coin, qui va devoir... Parce qu'il y a beaucoup dans la distribution, il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC, et en plus à temps partiel. Donc ils vont augmenter les salaires. Il va se passer quoi ? Il va se passer que pour rattraper sa marge bénéficiaire, par rapport à cette masse salariale qui a augmenté, ils vont augmenter les prix dans les magasins. Donc ça n'a aucun sens de fonctionner comme ça. En revanche, il faut des mesures immédiates. Alors nous proposons, Jordan Bardella propose une réduction de la TVA à 5,5 sur l'ensemble des produits de l'énergie, et vous le soulignez tout à l'heure à juste titre, dans notre circonscription et de manière générale dans notre département, nos concitoyens utilisent beaucoup leurs véhicules. Est-ce que ce n'est pas injuste de baisser la TVA ? Parce que baisser la TVA, en fait, ça profite à tout le monde, y compris aux plus riches. Oui, est-ce que d'autres mesures ne sont pas peut-être plus préférables ? Le chèque carburant, par exemple ? Non, franchement non. Je pense que la TVA est à la fois un impôt égalitaire et un impôt inégalitaire, il faut faire avec. On baisse la TVA à 5,5 et croyez-moi que ce sont les gens les plus modestes qui finalement en profitent le plus. C'est pas le patron à 50 000 € par mois qui fait 150 km par jour pour aller bosser, c'est pas vrai. Ça profitera aux classes moyennes et aux classes les plus défavorisées. C'est plus injuste que de donner de la progressivité dans l'impôt sur le revenu. C'est plus injuste que de donner de la progressivité. Pour l'instant, on parle de la TVA sur l'énergie. Marjolaine Meny-Millefert, sur cette question à la fois de la TVA et puis du chèque énergie, le gouvernement l'a fait, Thierry Pérez n'est pas pour, n'est plus pour. C'est de la perfusion, voilà. En fait, nous, on a fait le bouclier énergétique. Ça a coûté 85 milliards € pour protéger les Français. Donc, la protection des Français dans le pire de la crise énergétique, ça a été fait. Mais on est revenu d'une mesure pour tout le monde. Il faut aujourd'hui vraiment cibler les aides, parce qu'on ne peut pas se permettre, avec les dépenses publiques, de ne pas avoir une démarche ciblée. Et la TVA à 5,5 oui. Sur la TVA à 5,5, on a fait la démonstration, par exemple, avec la restauration, que ce n'est pas les gens qui s'y sont retrouvés avec un meilleur pouvoir d'achat, c'est les distributeurs qui ont augmenté leurs marges. Parce que là, donc la différence, c'est qu'on fait contrôler. Que ça augmente les marges de Total, typiquement, qui sont déjà très élevées. Nous faisons contrôler par la DGCCRF la bonne application de la réduction de la TVA. Est-ce qu'elle a les effectifs pour ça, la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes? Oui. Est-ce qu'elle a les effectifs pour ça? Alors, écoutez, là, je ne vais pas vous répondre à 50 personnes près, mais s'il faut l'étoffer... Ce n'était pas le sens de ma question. Non, mais je comprends. Là, comme ça, j'imagine que oui. Ils sont capables de suivre ça. C'est quand même pas très compliqué avec les moyens dont on dispose. Les moyens numériques dont on dispose aujourd'hui, ça ne me semble pas très compliqué. Moi, je pense que c'est une mesure qui va coûter très cher, qui sera complètement inefficace pour les Français. Moi, je rejoins plutôt Aurélien Lepret sur le fait qu'aujourd'hui, c'est l'emploi qui permet d'abord de donner du pouvoir d'achat aux gens. Et depuis 2017, on a agi pour l'emploi. Et aujourd'hui, quand on a commencé en 2017, on parlait beaucoup du chômage de masse. Et aujourd'hui, typiquement en Isère, on est à 5,7% de chômage. On est quasiment au plein emploi. Et dans le Nord-Isère, c'est encore plus tendu. Je pense qu'on a plus d'emplois que de gens qui en cherchent. Et donc, du coup, la question derrière, c'est de permettre ce retour à l'emploi pour tous. Et grâce à ça, on aura des entreprises qui fonctionnent bien aussi. Et derrière, on aura des entreprises qui peuvent partager la valeur. C'est l'objectif, avec des primes qui peuvent être versées par les entreprises pour pouvoir
sans se mettre en difficulté avec des augmentations de salaire qu'elles ne pourraient pas forcément tenir dans la durée parce qu'il peut y avoir des fluctuations dans les revenus des entreprises, mais de dire que quand l'entreprise gagne, le salarié gagne et qu'on peut se retrouver avec des augmentations de primes qui peuvent aller jusqu'à 6 000 €, ce qui est quand même non neutre en pouvoir d'achat pour les gens qui travaillent. Il y a toujours des travailleurs pauvres quand même. Alors justement, vous parlez beaucoup de salaire, de revenus, on va regarder ça de plus près. On s'est penché sur les chiffres de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si l'on parle de revenus, dans la 10e circonscription de l'Isère, le revenu médian annuel est un tout petit peu inférieur à la moyenne nationale, 21 790 € contre 21 930 € par an. On parle en net annuel évidemment. Le seuil de pauvreté, lui, s'approche dangereusement de la moyenne nationale. Il est de 12,9% contre 14,5% en France. C'est une circonscription dans laquelle il y a plus d'ouvriers que la moyenne. Ils représentent 37% des actifs contre 28% en France. Cette classe moyenne inférieure, qui a souvent l'impression d'être la grande oubliée des politiques de redistribution, qui a souvent manifesté en 2018 au moment des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement pour l'aider à mieux boucler ses fins de mois ? Ce sont des gens qui bossent déjà. Oui, alors la question s'adresse à moi. Oui, je partage et vos moyennes, en fait, cachent des disparités. Dans le Nord-Isère, vous avez aujourd'hui des gens qui gagnent très bien leur vie, qui se sont installés dans le territoire nord-isérois parce que c'est super, on peut être à une demi-heure de Lyon, à une demi-heure de Chambéry, à une demi-heure de Grenoble, et puis du coup, on est très mobile, 2 heures de Paris. Finalement, des parachutés, c'est pas si grave que ça ? Alors, pour les gens qui s'installent, c'est très très bien. Pour les gens qui font traverser la circonscription entre le Grésivaudan et pour aller travailler à la région, je trouve que c'est courageux de dire qu'on va défendre ensuite les habitants d'un territoire qu'on connaît peu. Mais ça vous appartient. Vous avez cité tous les lieux de proximité. Donc j'étais en train de dire que les gens qui s'installent dans ce territoire parce qu'il est très attractif, parce qu'il permet effectivement de se mobiliser, ils n'ont pas les mêmes revenus que les gens qui effectivement habitent dans les villages. Sont des anciens ouvriers qui parfois ont perdu leur boulot d'ouvrier. Et aujourd'hui, ce travail sur la réindustrialisation, sur le retour de l'économie dans le territoire, et effectivement avec des salaires plus importants pour tous, et il y a des choses qui se passent. Par exemple, dans la zone logistique, vous avez aujourd'hui des expérimentations qui permettent d'ores et déjà de travailler sur 4 jours pour trouver des compensations aussi de confort au travail pour les salariés. Ça ne répond pas tout à fait à la question de savoir comment on fait pour leur donner plus de pouvoir d'achat à ces gens-là. Mais d'abord par le travail, encore une fois. Et parce que dans le travail, aujourd'hui, vous avez plus de gens qui cherchent de boulot, l'inverse, plus de gens qui offrent du travail que de gens qui en cherchent, ça fait monter les salaires dans le territoire nord-isérois. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les salariés. Aurélien Leprêtre, on a compris votre position sur le SMIC. L'augmenter à 1 600 € comme le propose le nouveau Front populaire, c'est non. Dans ce cas-là, on fait comment pour augmenter le pouvoir d'achat ? Je rejoins Mme Mény-Millefer. Vous rejoignez souvent tous les deux, c'est rigolo. Oui. C'est rigolo. Ça ne nous a pas échappé depuis 7 ans. Je vous taquine un petit peu, mais il y a beaucoup de passerelles entre tous les deux, non ? Certainement, parce que nous restons des modérés. Oui, effectivement. On voit le résultat pour la France. Mais tout simplement, on a un territoire qui est riche de ses entreprises, riche de l'industrie, riche de la logistique. Et effectivement, c'est un territoire qui aujourd'hui attire de plus en plus. Une problématique de ce territoire, c'est qu'on a beaucoup de zones de ruralité et qui aujourd'hui sont complètement délaissées. Où on a de moins en moins de services publics. Donc il faut systématiquement reprendre la voiture pour aller au service public. Il faut prendre une voiture pour aller trouver un médecin parce que sur notre secteur, il y a de nombreux déserts médicaux. À chaque fois, en fait, ces personnes qui viennent s'installer sur notre territoire plus rural doivent faire tout un tas de dépenses pour retrouver des services. Donc je pense qu'il faut repenser à cette ruralité, redévelopper ces services, redévelopper ces systèmes de sécurité, redévelopper aussi ce système de soins et de santé, de proximité. Et je pense que si on arrive à conjuguer ces services de proximité avec une progression des salaires grâce à la croissance économique... Ce dont vous parlez, c'est dépenser moins avec des meilleurs services publics. Mais comment on fait pour gagner plus ? Si on dépense moins, automatiquement, on a plus. Mais vraiment, gagner plus, ça va être accompagner nos entreprises. Encore une fois, je le martèle, mais baisser ses charges, leur dégager des possibilités d'augmenter les salaires. Vous parliez du monde rural. S'il y a une profession qui a beaucoup souffert ces derniers mois, c'est l'agriculture en zone rurale. Pareil, même question, comment on fait pour augmenter le revenu des agriculteurs ? Parce qu'eux aussi, ils bossent beaucoup déjà. Je pense que, on l'a vu ces derniers mois avec toutes les difficultés, enfin visibles aux yeux de tous des agriculteurs, parce que nous, sur nos territoires, on les connaît,
Enfin voilà, on les accompagne depuis longtemps. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, l'application simple des règles autour de la loi Egalim notamment. C'est comment on les accompagne et comment on ne leur met pas aussi la tête sous l'eau avec voilà, toutes ces normes et toutes ces règles. On a pas mal de chance aujourd'hui sur le territoire, avec notamment des agriculteurs qui développent pas mal de photovoltaïque. Et je pense qu'il faut aussi qu'on les accompagne, voilà, à trouver d'autres sources de revenus. Joël Richol, votre circonscription compte beaucoup d'agriculteurs. Comment on les aide, ces agriculteurs, aujourd'hui ? Alors, pour aider les agriculteurs, alors déjà par rapport aux normes, moi j'ai rencontré des agriculteurs qui étaient sur les barrages de Quaranne, par exemple. Ceux-là, ils ne se plaignaient pas tant des normes, ils se plaignaient du fait qu'ils soient abandonnés, en fait, qu'on ne les aide pas à les mettre en place. Ils n'ont qu'une envie, c'est de faire de l'agriculture correcte, de qualité, qui ne va pas rendre les gens malades et qui va à la fois leur permettre de gagner leur vie correctement. Il y en a qui font jusqu'à 70 heures par semaine et qui ne gagnent pas leur vie correctement. Donc nous, on veut proposer donc des prix planchers pour que les agriculteurs, des prix planchers mais rémunérateurs, pour que les agriculteurs puissent pouvoir vendre leurs produits à un tarif qui soit à la hauteur à la fois revenir sur toutes les dépenses et leur permettre de dégager un revenu. Ensuite, on veut aussi les aider pour ce qui est d'avoir accès aux terres, en fait. Donc protéger l'accès aux terres pour avoir protégé les entreprises familiales. Voilà qui est entendu. Alors on arrive malheureusement déjà à la fin de ce premier débat de la soirée. Comme c'est toujours un peu frustrant pour vous les candidats, on a décidé de vous offrir un petit cadeau. Vous allez avoir 45 secondes chacun pour vous adresser face caméra directement aux électeurs de la 10e circonscription de l'Isère sur la thématique de votre choix là encore. Marjolaine Meignier-Millefert, c'est à vous, ça se passe sur la caméra avec la petite marque noire. Très bien, merci beaucoup, merci aux uns et aux autres pour ce débat. Je pense que ça clarifie quand même les choses pour les électeurs de la 10e circonscription. Monsieur Pérez, comme on a pu le voir, prétend finalement dupliquer les programmes du Rassemblement national sur la 10e circonscription sans la connaître vraiment. Madame Richol prévoit de faire plus ou moins la même chose, d'appliquer le programme de Monsieur Mélenchon sur le territoire et de la même façon avec une connaissance assez limitée du territoire. Et effectivement, avec Aurélien Lepret, c'était peut-être le point qui nous reliait, c'est que nous sommes aussi les deux seuls élus qui connaissons vraiment bien le territoire. Moi, je suis depuis 2017 dans le même engagement, une femme de dialogue. Je crois qu'on peut travailler honnêtement ensemble avec les gens qui partagent les mêmes valeurs de droite et de gauche moderne. La règle est stricte. Merci. Thierry Pérez, c'est à votre tour. La caméra se trouve juste ici, à droite. Alors, je suis un peu frustré parce que je n'ai pas pu intervenir sur l'agriculture. C'est toujours frustrant. Je vous confirme. C'est 45 secondes pour dire que notre projet vise à une remise en ordre de notre pays, de nos rues, de nos institutions, de nos finances, de nos écoles, bref, de nos vies. En tournant le dos à des décennies de laisser-aller et de laisser-faire que certains représentants sont ici sur ce plateau et sont fortement responsables. La vie de nos compatriotes s'est dégradée et nous voulons donner un espoir aux Français qui est d'écrire un nouveau roman pour la France, un roman qui tourne le dos à tous ces renoncements, tous ces laxismes qui aujourd'hui pèsent sur le moral des Français, qui compliquent considérablement la vie des Français. Et nous les appelons à voter la règle pour le Rassemblement national. Est stricte, elle est injuste, elle est frustrante, c'est terminé. C'est à vous Aurélien Lepret sur la même caméra. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis un enfant du pays, je suis un élu local depuis plus de 10 ans maintenant. Et ce territoire, je le connais, je connais ses habitants, je connais ses entreprises. Et très sincèrement, cette connaissance du terrain est un atout. J'aime mon pays, j'aime notre région, j'aime ce territoire dans lequel j'ai grandi. Et je ne peux pas aujourd'hui laisser les extrêmes le diviser sans agir. Ce que je veux vous dire, c'est que je serai, moi, la voix des citoyens qui ne se sentent plus en sécurité, la voix de ces familles qui aujourd'hui travaillent, payent l'impôt et malheureusement finissent les mois de manière très compliquée. Et je serai aussi la voix de ce monde rural qui est complètement délaissé aujourd'hui, sans service public, sans police, sans médecin. Donc pour moi, se présenter, c'est une fierté, parce que vous savez, dans le Nord-Isère, nous sommes des gens très fiers. Joël Richol, c'est à vous de conclure. La caméra est en face de vous avec la petite marque noire.
Alors, il suffit de parcourir la circonscription pour être témoin du ras-le-bol de la politique face à la politique d'Emmanuel Macron. Le déni de démocratie, les travailleurs pauvres, les retraités qui ont un faible... qui sont sous le seuil de pauvreté, les parents qui ne trouvent pas de professeurs et de médecins pour leurs enfants. Face à ce désespoir, certains électeurs pensent que c'est le RN qui fera la différence, alors qu'il fera la même politique que Emmanuel Macron, en rognant d'autant plus nos libertés. Alors ne nous trahissons pas le 30 et le 7 juillet. Votons pour le nouveau Front populaire, pour réparer nos services publics, pour une agriculture locale respectueuse de leurs producteurs et pour sortir de l'hypercentralisation et construire ensemble la 6e République. Merci beaucoup à vous, Joël Richol. Vous auriez pu gratter quelques secondes de plus, mais c'est pas grave, je les prends pour moi. On rappellera sur cette 10e circonscription de l'Isère la candidature également de Clément Borde pour Lutte ouvrière. Tout de suite, on va rester en Isère avec vous, Théo. On va se diriger vers la Chartreuse, Belledonne et le Grésivaudan. Regardez.